Le voyage aérien a révolutionné notre façon de découvrir le monde. Il rapproche les gens des quatre coins du globe, rendant les distances plus courtes et plus gérables. Cependant, derrière le processus apparemment simple de prendre l'avion, se cachent d'innombrables réglementations, protocoles et décisions qui restent invisibles pour le grand public. Beaucoup de ces pratiques garantissent notre sécurité et notre confort, mais nous n'y prêtons que rarement attention. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur des secrets bien gardés, allant de la saleté insoupçonnée des avions aux vérités sombres sur les atterrissages d'urgence, en passant par les 20 faits sur les vols que les compagnies aériennes ne révèlent pas aux passagers. Numéro 20. Avions remplis de microbes. Les avions sont-ils vraiment propres? Beaucoup de gens supposent que l'équipe de nettoyage désinfecte minutieusement chaque recoin de l'appareil entre les vols. Mais la réalité est bien différente. Bien que les compagnies aériennes fassent des efforts pour désinfecter, des études ont montré que les avions abritent souvent des niveaux étonnamment élevés de bactéries. La raison principale? La rapidité des rotations des avions. Les équipes de nettoyage se concentrent généralement sur le ramassage des déchets visibles et la préparation rapide du vol suivant, plutôt que sur un nettoyage en profondeur. Les zones fréquemment touchées, comme les tablettes et les accoudoirs, sont des foyers idéaux pour les microbes, mais elles ne reçoivent souvent qu'un simple coup de chiffon, voire sont totalement négligées. Même les toilettes ne sont nettoyées que superficiellement, laissant certaines zones vulnérables à l'accumulation de bactéries. Avec de nouveaux passagers embarquant toutes les quelques heures, les germes s'accumulent rapidement et le système de circulation de l'air peut les propager dans toute la cabine. Des bactéries comme E. coli et Staphylococcus ont été détectées à plusieurs endroits. Bien que les compagnies aériennes aient renforcé leurs protocoles de nettoyage face aux inquiétudes des passagers, le rythme effréné des vols empêche d'atteindre le niveau d'hygiène que l'on pourrait attendre d'un hôpital. Comment se protéger? Emporter des lingettes désinfectantes et éviter de toucher les surfaces à fort contact autant que possible. Malgré ces préoccupations sanitaires, l'aviation moderne et la technologie qui maintient les avions en vol sont suffisamment impressionnantes pour rendre le voyage agréable. La propreté est importante, mais c'est l'ingénierie du transport aérien qui reste véritablement fascinante. Numéro 19. Atterrissage d'urgence, ce que vous devez vraiment savoir. Lorsque le pilote annonce un atterrissage d'urgence, il est naturel d'imaginer le pire. Pourtant, ces situations sont souvent bien moins graves qu'on ne le pense. La plupart du temps, ces déviations sont une mesure préventive et non un signe de catastrophe imminente. Les raisons courantes des atterrissages d'urgence incluent des problèmes de santé des passagers ou des pannes techniques mineures. Dans ces cas, la priorité du pilote est d'atteindre les installations médicales les plus proches, d'où un atterrissage prioritaire. Il arrive également qu'un problème technique mineur ou un besoin urgent de ravitaillement en carburant entraîne un arrêt imprévu. Même si ces annonces peuvent sembler alarmantes, elles sont généralement sous contrôle. Les pilotes sont hautement qualifiés pour gérer une grande variété de situations en vol, et la technologie moderne garantit que la plupart des problèmes peuvent être résolus en toute sécurité. Déclarer un atterrissage d'urgence permet simplement aux équipes au sol d'être prêtes à accueillir l'avion dès son arrivée. Faut-il paniquer? Pas du tout. Plus de 90% des atterrissages d'urgence entraînent seulement de légers retards, sans aucune blessure. Les équipages des compagnies aériennes sont toujours préparés aux imprévus, et la plupart des diversions se terminent sans incident majeur. Numéro 18. Trafic aérien intense. La surprenante réalité des cieux encombrés. Vous pourriez penser que les avions ont tout l'espace du ciel pour eux lorsqu'ils volent à la haute altitude. Pourtant, l'espace aérien est bien plus congestionné qu'on ne l'imagine. Les avions empruntent des couloirs aériens très fréquentés, où les conditions météorologiques et les détours imprévus peuvent encore accentuer le trafic. Mais à quelle distance les avions volent-ils réellement? À la même altitude, les appareils sont souvent séparés par seulement 3 miles nautiques, soit environ 2 minutes de vol à vitesse normale. Dans les zones plus densément fréquentées, comme les aéroports, cette distance est encore plus réduite. Cela peut sembler insuffisant, mais des systèmes avancés de surveillance et des procédures de vol strictes garantissent une sécurité absolue. Les contrôleurs aériens utilisent le radar, la communication radio et des systèmes informatiques pour suivre en temps réel
tous les avions d'un même espace aérien. De plus, les appareils volant à des altitudes différentes maintiennent une séparation verticale de 1000 à 2000 pieds, assurant un flux ordonné et sécurisé. Donc, la prochaine fois que vous verrez un autre avion depuis votre hublot, ne vous inquiétez pas. Ce que vous observez est en réalité une gestion rigoureuse du trafic aérien qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace tout en garantissant la sécurité des vols. Numéro 17. Appareils électroniques. Pourquoi les règles sont importantes? Lorsque votre vol se prépare au décollage ou à l'atterrissage, vous avez probablement entendu l'équipage demander aux passagers de ranger leurs appareils électroniques plus volumineux, comme les ordinateurs portables. Mais quelle est la véritable raison derrière cette demande? Ce n'est pas une question d'intrusion, mais bien de sécurité. Deux préoccupations principales entrent en jeu, la distraction et les risques potentiels. Lors des phases critiques du vol, comme le décollage et l'atterrissage, l'équipage doit maintenir son attention totale, que ce soit dans le cockpit ou dans la cabine. Les passagers absorbés par leurs appareils pourraient retarder une évacuation d'urgence en cas de problème. Il existe également un risque que ces appareils deviennent des projectiles en cas de turbulence. Un ordinateur portable, par exemple, peut causer des blessures graves s'il n'est pas rangé en toute sécurité. Un autre problème potentiel est l'interférence des appareils électroniques avec les systèmes de navigation de l'avion. Bien que cela soit extrêmement improbable, les autorités préfèrent minimiser tout risque, en particulier lors des phases les plus sensibles du vol. Pour réduire ces risques, il est essentiel de suivre les instructions de l'équipage et de ranger les grands appareils pendant le décollage et l'atterrissage. Les petits objets, comme les smartphones, peuvent généralement être utilisés tant qu'ils sont en mode avion. Rappelez-vous que ce léger désagrément de ranger vos appareils est un faible prix à payer pour assurer la sécurité de tous. Une fois en vol et lorsque le signal de ceinture de sécurité est éteint, vous pouvez reprendre vos appareils sans souci. Assurez-vous simplement qu'ils sont bien en mode avion avant de les utiliser. Numéro 16. Repas séparés, une mesure de sécurité méconnue. La nourriture servie en avion a souvent mauvaise réputation, surtout en classe économique. Pourtant, les compagnies aériennes prennent la sécurité alimentaire très au sérieux. Une précaution méconnue consiste à séparer les repas servis aux pilotes et aux copilotes. C'est un protocole de sécurité essentiel qui garantit que si l'un d'eux souffre d'une intoxication alimentaire ou d'une réaction allergique, l'autre reste en pleine capacité de piloter l'avion. En général, le pilote reçoit un repas de classe supérieure, comme une option de la classe affaires ou première, tandis que le copilote reçoit un repas de la classe économique. Cette distinction est intentionnelle. De plus, les pilotes ne mangent pas ensemble, ce qui permet à l'un d'eux de rester en état d'alerte et opérationnel si l'autre venait à tomber malade. Cette approche décalée des repas fait partie d'une norme de sécurité mondiale visant à minimiser le risque que les deux pilotes soient indisponibles en raison d'un problème alimentaire. Bien que cela puisse sembler être une précaution excessive, les conséquences potentielles de l'incapacité d'un pilote en vol sont trop graves pour prendre le moindre risque. Grâce à ces mesures rigoureuses, les compagnies aériennes maintiennent les normes de sécurité les plus élevées. Alors, la prochaine fois que vous recevrez votre repas en classe économique, sachez qu'un soin particulier est également apporté à la nourriture consommée par l'équipage dans le cockpit. Numéro 15. Faux verrou, la fonctionnalité cachée de sécurité des toilettes. Lorsque vous essayez d'utiliser les toilettes d'un avion et que vous voyez qu'elles sont occupées, vous ne réalisez peut-être pas qu'il existe une fonction cachée conçue pour protéger votre intimité et assurer votre sécurité. En cas de besoin, les agents de bord peuvent déverrouiller la porte en cas d'urgence. Un loquet extérieur se trouve derrière le panneau « Occupé », permettant à l'équipage d'accéder aux toilettes dans des situations critiques, comme lorsqu'un passager à l'intérieur ne répond pas aux appels. Ce mécanisme de déverrouillage d'urgence est discret et n'est utilisé qu'en cas de nécessité absolue. Si la situation l'exige, les agents de bord peuvent faire glisser un bouton dissimulé et ouvrir la porte avec un minimum de perturbation. La possibilité d'accéder rapidement aux toilettes en cas d'urgence peut faire toute la différence pour apporter une aide médicale à temps. Bien sûr, la vie privée et le respect des passagers sont primordiaux. C'est pourquoi cette méthode n'est employée qu'en dernier recours. Avant d'entrer, les agents de bord doivent s'annoncer à voix haute pour respecter l'intimité du passager à l'intérieur. Seuls les membres du personnel senior sont autorisés à utiliser cette fonctionnalité,
garantissant ainsi qu'elle est employée de manière appropriée et avec précaution. Numéro 14. Les impacts de la foudre. Que se passe-t-il lorsque votre avion est frappé? Si vous avez déjà pris l'avion et aperçu un éclair traverser le ciel depuis votre hublot, vous avez peut-être ressenti une pointe d'inquiétude. Cependant, soyez rassurés. Votre avion est conçu pour résister à de tels impacts. Les aéronefs sont équipés de dispositifs permettant de gérer les coups de foudre en toute sécurité, sans présenter de danger pour les passagers, ni compromettre l'intégrité de l'appareil. L'enveloppe extérieure de la plupart des avions est composée d'un treillis en alliage métallique qui conduit l'électricité. Si la foudre frappe, le courant électrique se propage sans danger sur le fuselage avant d'être dissipé dans l'air. Cette couche conductrice agit comme une cage de Faraday, empêchant toute surtension électrique de pénétrer dans la cabine et d'endommager les équipements sensibles ou de mettre en danger les passagers. De plus, les avions sont équipés de protections internes pour leurs systèmes vitaux, tels que l'électronique et les réservoirs de carburant, afin d'éviter toute défaillance. Bien que les impacts de foudre sur les avions soient en réalité assez fréquents, les avions commerciaux étant touchés environ une fois par an, ils ne laissent généralement que des traces de brûlures mineures, voire aucune marque. Grâce aux avancées technologiques dans l'aviation moderne, un impact de foudre cause rarement des problèmes significatifs et les vols se poursuivent sans incident. Numéro 13. Les codes secrets des signaux sonores, le langage caché des agents de bord. Vous avez peut-être déjà entendu une série de bips lors d'un vol sans y prêter attention, mais ces sons en apparence anodins transmettent en réalité des messages importants entre les membres de l'équipage. Les agents de bord utilisent ces signaux comme un moyen discret de communiquer sur différentes priorités sans alarmer les passagers. Par exemple, une série de 3 bips rapides signale une urgence nécessitant l'intervention immédiate de tous les membres d'équipage disponibles. À l'inverse, un simple bip indique qu'un passager a appuyé sur le bouton d'appel et a besoin d'assistance. D'autres signaux codés transmettent des informations sur le service des repas, la préparation de la cabine pour le décollage, ainsi que d'autres tâches courantes. Ces bips jouent un rôle essentiel dans la coordination des opérations en vol. Bien que les codes varient d'une compagnie aérienne à l'autre, ce système permet aux agents de bord de rester organisés et de s'assurer que tous les aspects du vol sont correctement gérés. Numéro 12. Les collisions avec les oiseaux. Comment les avions gèrent ces impacts inattendus? Les aéroports sont des lieux animés et il n'y a pas que les avions qui s'y déplacent. Les oiseaux fréquentent souvent les pistes et, dans certains cas, se retrouvent sur la trajectoire des aéronefs. Bien qu'un impact avec un oiseau puisse sembler catastrophique, les avions modernes sont conçus pour résister bien mieux à ce type de collision qu'on ne l'imagine. Les moteurs d'avion subissent des tests rigoureux afin de garantir qu'ils puissent continuer à fonctionner même après avoir percuté un oiseau et perdu une ou deux pales de turbine. Les carcasses des oiseaux sont broyées par le moteur et expulsées à l'arrière, permettant ainsi à l'appareil de poursuivre son vol sans problème. De plus, les structures des avions sont renforcées pour résister aux impacts d'oiseaux, ce qui signifie qu'une collision n'affecte généralement pas la sécurité du vol. En réalité, les statistiques montrent que plus de 40% des impacts d'oiseaux ne causent aucun dommage significatif. Bien que l'impact puisse être surprenant, il est important de noter que les ingénieurs aéronautiques ont mis en place de nombreuses mesures de sécurité pour garantir la stabilité des vols. La plupart des collisions avec des oiseaux sont gérées sans difficulté et les pilotes sont formés pour effectuer des atterrissages d'urgence si nécessaire, assurant ainsi la sécurité de tous à bord. Numéro 11. Chambre cachée. Comment les agents de bord se reposent pendant les longs vols? Vous êtes-vous déjà demandé comment les agents de bord restent alertes et pleins d'énergie lors des vols long courriers de plus de 12 heures? La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Elle se trouve souvent juste au-dessus de votre tête. De nombreux avions de grande taille sont équipés de quartiers de repos secrets, permettant à l'équipage de se reposer lors des trajets prolongés. Ces espaces, appelés compartiments de repos de l'équipage, sont généralement situés à l'étage, derrière des portes discrètes, au-dessus de la cabine principale. Ces zones de repos sont dotées de lits superposés ou de capsules de sommeil, offrant aux pilotes et aux membres d'équipage un endroit où dormir par roulement. Ce système garantit qu'il y a toujours des membres d'équipage reposés pour assurer la sécurité et le service tout au long du vol.
Par exemple, le pont supérieur de l'Airbus A380 contient jusqu'à 13 capsules de repos, ainsi que des salles de bain et même un espace détente, permettant à l'équipage de faire une pause dans un certain confort. Généralement, ces compartiments de repos comportent une ou deux couchettes par module, selon la conception. Les réglementations aériennes imposent en moi la présence de ces espaces afin d'éviter la fatigue et le décalage horaire lors des vols internationaux de longue durée. En permettant à l'équipage de se reposer de manière stratégique, les compagnies aériennes aident leurs équipes à mieux gérer les effets des multiples fuseaux horaires. Même si les passagers ne sont pas conscients de l'existence de ces compartiments cachés, ils sont essentiels au bon déroulement des opérations sur les trajets les plus longs. Un sujet polémique, une compagnie aérienne coréenne fait débat. Dans une initiative controversée, une compagnie aérienne coréenne a introduit un concept inédit et accrocheur pour ses passagers de première classe, à des hôtesses de l'air en bikini. Connue pour son service luxueux, la compagnie a fait sensation lorsque des photos ont révélé des agents de bord féminins servant des repas et des boissons tout en portant des bikinis aux couleurs vives. Cette décision a déclenché un vif débat. Ses partisans estiment qu'il s'agit d'une stratégie audacieuse et originale, apportant une touche unique à l'expérience du voyage haut de gamme. Cependant, les critiques dénoncent une objectification des employés et s'inquiètent de l'impact sur l'image de la compagnie. Beaucoup craignent que cette initiative ne renforce des stéréotypes nuisibles et ne crée un environnement inconfortable, tant pour les passagers que pour le personnel. Malgré la polémique, la compagnie aérienne a défendu son choix, affirmant qu'il s'inscrivait dans sa volonté d'offrir une expérience mémorable et distinctive à sa clientèle d'élite. Qu'en pensez-vous? Est-ce une stratégie marketing créative ou une tendance inappropriée? Les compagnies aériennes devraient-elles miser sur d'autres formes de luxe ou cette approche est-elle acceptable? Donnez-nous votre avis en commentaire avec le hashtag FancyTopic. Numéro 10. Air recirculé, le secret de la fraîcheur en cabine. Si vous avez déjà ajusté la buse d'aération au-dessus de votre siège et ressenti ce courant d'air frais, vous vous êtes peut-être demandé d'où il provenait. Ce n'est pas simplement de l'air soufflé au hasard. Un système soigneusement contrôlé est en place pour garantir la fraîcheur de l'air à haute altitude. L'air que vous respirez dans un avion est un mélange d'air frais provenant des moteurs et d'air recirculé de l'intérieur de la cabine. Contrairement aux bâtiments au sol, les avions ne peuvent pas simplement ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air extérieur. À la place, les sections de compresseurs des moteurs réacteurs captent l'air extérieur, qui est ensuite refroidi à une température confortable avant d'être insufflé dans la cabine. Cet air frais est mélangé à l'air déjà présent dans l'habitacle. Ce flux d'air circule en continu, garantissant un apport constant d'air propre et frais tout au long du vol. Pour éliminer les germes ou contaminants éventuels, l'air passe à travers des filtres haute performance similaires à ceux utilisés dans les hôpitaux. Ces filtres aident à éliminer les particules nocives, assurant ainsi un air sain à respirer. Et tout comme chez vous, l'air est pressurisé pour reproduire les conditions du niveau de la mer, ce qui contribue au confort des passagers et réduit les effets de l'altitude sur le corps. Grâce à ce système sophistiqué, l'air à l'intérieur de l'avion reste frais, même à 35 000 pieds d'altitude. Numéro 9. Rejet de carburant. La nécessité d'un atterrissage en toute sécurité. Si vous avez déjà vu une traînée de vapeur derrière un avion peu après son décollage, vous vous êtes peut-être demandé ce qui se passait. En réalité, il s'agit de carburant délibérément largué par l'appareil. Bien que cela puisse sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction, il y a une raison essentielle à cette manœuvre. Le rejet de carburant est une mesure de sécurité utilisée en cas d'urgence, lorsqu'un avion doit réduire son poids avant d'atterrir. Cela se produit généralement lorsqu'un avion doit faire demi-tour, peu après le décollage, et qu'il est trop lourd pour atterrir en toute sécurité. En libérant une partie du carburant, l'appareil atteint un poids d'atterrissage sûr, réduisant ainsi le risque d'accident. Des vannes de ventilation spéciales situées sur les ailes permettent d'évacuer le carburant rapidement, à un débit pouvant atteindre plusieurs milliers de livres par minute. Une fois libéré dans l'atmosphère, le carburant se transforme en vapeur, créant l'effet de nuage que vous pourriez observer. Il se disperse ensuite et s'évapore avant d'atteindre le sol.
Bien que le rejet de carburant soit réglementé pour se produire à haute altitude afin de minimiser son impact environnemental, certains groupes s'inquiètent de la pollution potentielle causée par les composés présents dans le carburant. Cependant, les pilotes n'y ont recours qu'en cas d'extrême nécessité, en privilégiant avant tout la sécurité des passagers. Bien que cette pratique soit controversée, elle reste une mesure d'urgence garantissant un atterrissage sécurisé lorsque les autres options ne sont pas envisageables. Numéro 8. La glace bleue, le mystère des déchets gelés. Voyager en avion semble simple, mais vous êtes-vous déjà demandé où vont vos déchets lorsque vous utilisez les toilettes en plein vol? Le processus est bien plus avancé que vous ne le pensez, conçu pour garantir efficacité et hygiène. Lorsque vous tirez la chasse, un système à vide aspire rapidement le contenu dans un réservoir de stockage hermétique en utilisant un minimum de liquide. Une fois l'avion au sol, les déchets sont éliminés par des camions spécialisés. Cependant, des dysfonctionnements du système peuvent parfois provoquer ce que l'on appelle la glace bleue. Ce terme désigne une substance gélatineuse bleutée qui se forme lorsqu'une fuite dans le système des toilettes mélange les déchets avec le liquide désinfectant bleu. Si la fuite survient alors que l'avion vole à haute altitude, le mélange peut geler en morceaux de glace bleue. Ces blocs peuvent parfois se détacher de l'avion et, étonnamment, tomber au sol. Bien que ce phénomène puisse sembler inquiétant, il n'est pas dangereux. La substance ne contient aucune toxine et la FAA déconseille simplement de toucher ces débris s'ils sont retrouvés au sol. Bien que les fuites du système soient rares, elles peuvent survenir occasionnellement et les compagnies aériennes s'efforcent de résoudre rapidement ces problèmes. Ainsi, si vous apercevez de la glace bleue, sachez qu'il s'agit simplement d'un dysfonctionnement ponctuel dans un système généralement très efficace, garantissant une expérience de vol propre et sécurisée. Numéro 7. Les listes Do Not Pair. Éviter les conflits entre pilotes. Passer des heures en vol avec un autre pilote fait partie du métier, mais cette proximité prolongée peut parfois engendrer des tensions. Si les conflits de personnalité sont courants, ils deviennent problématiques lorsqu'ils compromettent la sécurité du vol. Pour limiter ces risques, certaines compagnies aériennes mettent en place des listes appelées Do Not Pair. Il s'agit de registres confidentiels où les pilotes peuvent signaler les collègues avec lesquels ils préfèrent ne pas être associés en raison de différences de communication ou de méthodes de travail. Lorsqu'un pilote inscrit quelqu'un sur cette liste, la compagnie veille à ce que ces deux personnes ne soient pas affectées au même vol. Bien que cette politique ne soit pas généralisée, elle joue un rôle important. Son objectif est d'éviter que les tensions ne s'aggravent au point de perturber la concentration des pilotes, ce qui pourrait affecter leur réactivité en cas d'urgence. En séparant les membres d'équipage incompatibles, les compagnies aériennes favorisent un environnement de travail serein et efficace. Ces listes restent confidentielles pour protéger l'identité des pilotes concernés. Les syndicats de pilotes soutiennent fortement cette initiative, car elle contribue à une meilleure gestion des ressources humaines et rappelle l'importance de rester concentré sur les responsabilités du poste. Dans l'ensemble, cette mesure reflète l'engagement du secteur aérien envers la sécurité et la cohésion de l'équipage. Numéro 6. Sièges les plus sûrs, le siège du milieu. Pourrait vous surprendre. Lors de la réservation d'un vol, de nombreuses personnes privilégient un siège côté hublot ou une place côté couloir. Cependant, vous pourriez vouloir reconsidérer votre choix et opter pour un siège du milieu à l'arrière de l'avion. Statistiquement, cette position offre le taux de survie le plus élevé en cas d'accident. Les données des accidents passés montrent que les passagers assis au milieu à l'arrière ont un taux de mortalité d'environ 28%, tandis que ceux à l'avant ou au niveau des ailes font face à un taux de 44%. Ce taux de sécurité plus élevé s'explique par plusieurs facteurs. Les sièges situés à l'avant de l'avion sont plus proches des zones les plus susceptibles d'être impactées lors du décollage et de l'atterrissage, qui sont les phases les plus dangereuses d'un vol. De plus, ces sièges avant subissent des secousses plus violentes en cas d'accident. Les sièges situés près des sorties de secours sur les ailes peuvent sembler sûrs, mais leur proximité avec le carburant réduit les chances de survie. En revanche, l'arrière de l'appareil offre une meilleure protection contre la chaleur, la fumée et les débris. De plus, la section arrière de l'avion subit généralement moins de force lors d'un crash et les sièges du milieu sont plus proches des agents de bord qui peuvent aider rapidement en cas d'évacuation.
Bien que les accidents soient extrêmement rares grâce aux mesures de sécurité modernes, choisir un siège du milieu à l'arrière peut maximiser vos chances de survie. C'est une couche de protection supplémentaire en cas d'imprévu. Rappelez-vous que les experts de l'aviation travaillent sans relâche pour assurer la sécurité de chaque vol. Numéro 5. Petit trou, le secret caché dans votre hublot. Si vous avez déjà observé attentivement un hublot d'avion, vous avez peut-être remarqué un petit trou dans la vitre. Ce n'est ni un défaut, ni un accident. Il s'agit d'une caractéristique intentionnelle appelée un trou d'aération. Ce petit trou joue un rôle essentiel dans la gestion des différences de pression entre l'intérieur de la cabine et l'environnement extérieur lorsque l'avion monte et descend. À mesure que l'appareil atteint de hautes altitudes, la pression extérieure diminue tandis que la pression en cabine est maintenue à un niveau confortable. Cela crée une tension sur les vitres du hublot, qui pourrait entraîner de la buée ou d'autres problèmes si elle n'était pas contrôlée. Le trou d'aération permet d'équilibrer progressivement la pression entre les différentes couches de verre, empêchant ainsi la formation de buée due à l'humidité et aidant à réguler la pression de la cabine, ce qui réduit l'inconfort des oreilles bouchées pour les passagers. Cette conception ingénieuse garantit que la couche intermédiaire de la vitre reste à la bonne pression, la maintenant bien en place contre la vitre intérieure. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez par le hublot, sachez que ce petit trou est un élément soigneusement conçu pour assurer votre confort et votre sécurité, malgré les défis posés par les forces de la nature en vol. Numéro 4. Voyager avec les morts. Comment les compagnies aériennes gèrent les décès en vol? Si prendre l'avion est souvent une expérience excitante, il existe une réalité plus sombre qui peut parfois survenir. Un passager peut décéder en plein vol. Bien que ce soit une situation tragique, les compagnies aériennes ont mis en place des procédures spécifiques pour la gérer avec respect et professionnalisme. Sur les vols long courriers, certaines compagnies, comme Singapore Airlines, disposent d'espaces spécialement aménagés pour accueillir les passagers décédés jusqu'à l'atterrissage. Ces compartiments, souvent appelés placards mortuaires, sont discrets et situés à l'écart de la cabine principale. Leur but n'est pas seulement de cacher le corps, mais aussi de s'assurer qu'il est traité avec dignité, tout en évitant de perturber les autres passagers. Ces espaces sont équipés de ceintures de sécurité pour maintenir le corps en place pendant toute la durée du vol. Le personnel de bord suit un protocole strict qui inclut la notification des autorités, le déplacement du corps et le signalement de la situation aux responsables dès l'atterrissage. Bien que ces événements restent rares, des compagnies comme Singapore Airlines sont prêtes à faire face à ces situations délicates. Ces mesures témoignent de l'engagement de l'industrie aéronautique à anticiper tous les scénarios possibles, même les plus tragiques, et à les gérer avec le plus grand respect et professionnalisme. C'est un aspect souvent méconnu du monde de l'aviation, mais il illustre l'attention et le soin que les compagnies portent à tous leurs passagers, quelles que soient dans les circonstances. Numéro 3. Menottes à bord, un dernier recours pour les passagers indisciplinés. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si un passager perturbateur ou violent tentait de forcer l'accès au cockpit ou d'agresser l'équipage de vol? Les incidents en vol, qu'ils soient causés par l'alcool, des problèmes de santé mentale ou des intentions criminelles, sont rares mais pas impossibles. Pour gérer ces situations, les compagnies aériennes disposent de menottes et d'autres dispositifs de retenue à bord. Ces équipements, généralement dissimulés, ne sont utilisés qu'en cas d'urgence, lorsque les agents de bord doivent maîtriser un passager incontrôlable. Fabriqués en métal léger ou en nylon, ces attaches sont conçues pour immobiliser une personne sans lui causer de blessure. Les agents de bord reçoivent une formation spécifique sur leur utilisation afin de résoudre les situations dangereuses sans aggraver le problème. En effet, des centaines d'incidents surviennent chaque année dans le monde à bord des avions, allant du simple refus d'obtempérer aux agressions physiques. Selon les données de la FAA, près de 6000 signalements de passagers indisciplinés ont été recensés sur les vols américains en 2021. Bien que l'usage des dispositifs de retenue soit toujours une solution de dernier recours, il reste un outil essentiel pour garantir l'ordre et la sécurité en vol. Les compagnies aériennes veillent à ce que l'équipage soit préparé à gérer toute situation pouvant compromettre la tranquillité et la sûreté de tous à bord. Si vous vous retrouvez un jour dans une situation nécessitant l'usage de ces dispositifs,
Soyez assuré que l'équipage est prêt à intervenir efficacement. Numéro 2. Masque à oxygène. Comment fonctionne-t-il en cas d'urgence? Toute personne ayant déjà pris l'avion a vu la démonstration de sécurité expliquant que les masques à oxygène se déploient en cas de chute soudaine de la pression dans la cabine. Mais savez-vous réellement comment ces masques fonctionnent et combien de temps ils fournissent de l'oxygène? Vous seriez peut-être surpris d'apprendre que ces masques ne sont pas reliés à de grands réservoirs d'oxygène. En réalité, ils reposent sur une réaction chimique entre le chlorate de sodium et la poudre de fer, déclenchée lorsque vous tirez sur le masque. Cette réaction génère suffisamment d'oxygène pour vous permettre de respirer entre 10 et 20 minutes. Vous vous demandez pourquoi cette durée est si courte? La réponse est simple. L'oxygène fourni est destiné à vous maintenir conscient et en mesure de respirer, le temps que l'avion descende à une altitude plus basse. Une fois sous les 10 000 pieds, la pression de l'air dans la cabine augmente suffisamment pour redevenir respirable sans apport supplémentaire en oxygène. Les masques sont donc conçus pour offrir juste assez de temps au pilote afin d'abaisser l'avion à une altitude sécurisée. Dès que l'appareil atteint environ 8 000 pieds, les niveaux d'oxygène en cabine redeviennent normaux et les masques ne sont plus nécessaires. Le système d'oxygène du pilote lui garantit un approvisionnement suffisant pour effectuer cette descente contrôlée, assurant ainsi la sécurité des passagers jusqu'à l'atteinte d'une altitude où ils peuvent respirer normalement. Numéro 1. Diminution des lumières. Préparation à une évacuation d'urgence. Vous avez sûrement remarqué que les lumières de la cabine s'atténuent avant le décollage ou l'atterrissage. Mais saviez-vous que cette mesure a une réelle importance en matière de sécurité? La réduction de l'éclairage ne sert pas seulement à favoriser le repos des passagers, elle fait partie intégrante du protocole de sécurité des avions, visant à préparer vos yeux à une éventuelle évacuation en cas d'urgence. Lorsque les lumières sont atténuées, vos pupilles se dilatent et s'adaptent au faible niveau de luminosité. Cela facilite la transition si le système d'éclairage d'urgence s'active, mettant en évidence les chemins et les panneaux de sortie. Grâce à cette adaptation préalable, vous pourrez plus facilement repérer et rejoindre les issues de secours. Cette réaction rapide est essentielle lors d'une évacuation, où chaque seconde compte. Des pupilles déjà dilatées permettent également de mieux percevoir l'environnement et d'éviter les obstacles ou les risques de chute dans une cabine plongée dans l'obscurité. Des études menées par les autorités de l'aviation montrent que le simple fait de réduire l'éclairage de la cabine 20 à 30 minutes avant les phases critiques du vol améliore considérablement la capacité d'adaptation des passagers à la faible luminosité. Cette procédure simple mais efficace peut faire une réelle différence en cas d'urgence, garantissant une évacuation plus rapide et plus sûre en situation de panique. Saviez-vous tout cela sur les voyages en avion? Dites-le nous dans les commentaires. À bientôt.